Bon, deuxième présentation de l'après-midi. Donc Philbox, une entreprise de conseil pour surtout l'industrie 4.0, j'imagine, mais enfin vous allez pouvoir peut-être la présenter. Brendan Olivier, qui est data scientist chez Philbox, qui va parler un peu de mathématiques certainement, dans la prescription non supervisée des paramètres de fonctionnement d'un processus industriel avec un auto-encodeur variationnel. Donc je vous laisse la parole. Donc bonjour, merci à tous d'assister à cette présentation. Donc oui, pour présenter succinctement Philbox d'abord, c'est une entreprise bordelaise qui développe des solutions d'intelligence artificielle pour ses clients dans l'industrie. Moi je suis data scientist donc, de l'équipe R&D de Philbox. Donc ma mission au sein de l'équipe R&D, c'est de faire une veille de l'état de l'art des modèles en machine learning, deep learning, qui sortent dans les papiers et qui peuvent avoir des applications potentiellement intéressantes pour des problématiques industrielles. Et donc, au cours de cette présentation, on va vous présenter un modèle spécifiquement, qui est donc l'auto-encodeur variationnel, qui se démarque pour ses capacités à réduire les dimensions et à approximer de façon très efficace des distributions de données complexes. Donc on va y aller en plusieurs étapes. D'abord, dans une partie de prérequis, on va présenter quelques notions nécessaires à la compréhension globale du modèle. Ensuite, dans une partie, on abordera d'un point de vue théorique ce modèle. Et ensuite, on s'intéressera à deux applications dans l'industrie qui ont été le sujet d'expérimentation dans l'équipe R&D de Philbox. Et finalement, on sera le temps de conclure et d'envisager les prochaines étapes. Donc, tout d'abord, concernant les prérequis, on peut mettre un peu de contexte. Qu'est-ce que c'est faire du machine learning avec des données industrielles? Ces données, elles viennent essentiellement, très souvent de capteurs disposés le long d'une chaîne de production. Cette chaîne de production, elle peut avoir différentes étapes. Et tout ça, ça a pour effet de complexifier grandement l'interaction entre toutes ces variables. Et ça complexifie du coup le travail du data scientist, notamment dans la phase de feature engineering qui consiste à extraire les variables les plus utiles. Et donc de façon plus globale, ça ralentit un peu l'adoption des solutions de machine learning sur des problématiques industrielles. Donc là, on peut faire maintenant le lien avec une autre notion qui est celle de représentation qu'on retrouve de plus en plus dans la terminologie dans le domaine de l'apprentissage non supervisé. Une représentation, c'est tout simplement un ensemble de variables qui décrivent une information. On peut tout de suite noter qu'il existe différentes représentations pour une même information. Et ensuite, le processus de representation learning, ça va être le processus qui va chercher à automatiser la construction d'une représentation. Et pourquoi on cherche à faire ça? Pourquoi on cherche à obtenir de nouvelles représentations des données? C'est très souvent pour rendre une tâche aval dans la chaîne d'information plus facile. Comme exemple concret, on peut prendre le cas des nombres. Tous les nombres peuvent être représentés avec différentes représentations qui correspondent souvent soit à différents encodages ou à la langue française, les chiffres romains. Mais quand on prend la tâche spécifique de l'addition, et en prenant comme machine notre cerveau humain, notre cerveau, de façon inconsciente, va plutôt se brancher sur une représentation en particulier qui est la base décimale, parce que c'est dans cette représentation qu'il a appris à faire cette opération. Maintenant, encore une autre notion, celle de manifold, ou variété en français. Donc, avec des termes mathématiques, c'est un espace topologique qui peut être approximé localement en tout point par un espace euclidien. Donc là, il faut vraiment penser à des objets, par exemple en 3 dimensions, tels que des sphères, qui peuvent être perçus comme la Terre, localement comme planes, mais qui sont des surfaces en fait assez lisses dans l'espace. Et pourquoi ça nous intéresse ici? C'est parce qu'une hypothèse récurrente qui est faite en travaillant avec des objets de haute dimension, c'est que en fait, tous les points du jeu de données qu'on a en entrée, ils vont occuper qu'une fraction infime de l'espace disponible dans tout l'espace. On dit que la densité de probabilité se concentre dans des petites régions dans l'espace. Et
il se trouve qu'on peut décrire voilà, ces régions par des manifolds. Donc on peut dire que voilà, on approxime la densité de probabilité par des manifolds. Donc on commence à rentrer dans le vif du sujet. Là, on va commencer à parler d'une solution classique en deep learning qui permet de construire de nouvelles représentations plus denses en informations à partir de données initiales. C'est celle de l'architecture d'auto-encodeur qui consiste en 2 réseaux de neurones. Un du côté de l'entrée qui va forcer l'entrée à être représentée avec un plus petit nombre de dimensions. On va appeler donc cette variable généralement le code ou l'espace ou la variable latente. Et un deuxième réseau de neurones va venir essayer de reconstruire à partir de ce code à dimension réduite l'objet initial. Et l'ensemble est entraîné avec une fonction de perte prise tout simplement comme étant l'erreur quadratique entre l'entrée et la sortie. Donc là pour l'exemple j'ai mis des images parce que ces modèles sont souvent expérimentés voilà, avec des images. Donc maintenant on a toutes les briques élémentaires pour commencer à parler d'auto-encodeurs variationnels. Ce qu'il y a à savoir, pour les placer un peu dans la jungle des modèles de deep learning, ils font partie de la classe des modèles génératifs, aux côtés des aussi connus GAN. Donc les GAN, voilà, eux typiquement on les retrouve dans la génération d'images. Le VIEI est un peu moins efficace dans ce domaine, mais on verra qu'il a de très bonnes propriétés par ailleurs. Et donc le VIEI, pardon, j'ai oublié. Quand je vais dire VIEI, c'est l'acronyme en anglais pour Variational Autoencoder. Je risque d'utiliser par la suite. Et donc le lien entre le VIEI et l'auto-encodeur, c'est que le VIEI peut être vu comme une version régularisée au niveau de l'espace latent, de la variable latente, par rapport à l'auto-encodeur. Et en fait, c'est cette régularisation qu'on va chercher à apporter par rapport au résultat de l'auto-encodeur. Elle peut se traduire par 2 propriétés qu'on cherche à obtenir dans l'espace latent, qui est la continuité. En fait, on cherche à préserver la notion de voisinage entre l'espace réel et l'espace latent. Et on cherche aussi à imposer une certaine complétude, c'est-à-dire qu'on souhaite que l'espace latent n'ait aucun trou, ou en d'autres mots, si on interpole linéairement entre n'importe quels 2 points d'espace latent, on veut que la reconstruction des états intermédiaires soit des états vraisemblables du système compte tenu de données d'entraînement, ou dans le cas des images voilà, réalistes. Donc quand on regarde un peu l'architecture, ce diagramme voilà, nous rappelle vraiment celui de l'auto-encodeur, à la différence près qu'on a remplacé voilà, au niveau de l'espace latent une variable déterministique z par 2 paramètres mu et sigma qui vont venir paramétrer une loi normale. Donc en fait tout l'encodeur cette fois-ci encode pour les paramètres d'une loi normale mu et sigma, et z est obtenu en échantillonnant ces lois sigma et ensuite reconstruit. Et pourquoi on fait ça? En fait, c'est que ça force le modèle à généraliser autour d'une valeur centrale. Il n'y a plus une correspondance one-to-one entre un objet en entrée et un code, mais toute une gamme de valeurs centrées en mu et de largeur typique sigma. Donc ce modèle, il a sa fonction de perte spécifique. Elle est issue d'une modélisation probabiliste qui n'est pas triviale, que je ne présenterai pas là. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'elle est composée de 2 termes. Le premier, il est exactement analogue à la fonction de perte qu'on retrouve dans l'auto-encodeur. C'est celle qui mesure la qualité de la reconstruction. Et le deuxième terme, c'est une divergence KL. Donc c'est une métrique qui compare la proximité de 2 distributions. Et ici, on cherche à comparer la loi normale qui est paramétrée par l'encodeur à une distribution a priori qu'on fixe sur l'espace latent et qu'on fixe généralement voilà, comme étant la loi centrée réduite, ce qui a pour effet voilà, de forcer la distribution normale mu sigma ne jamais trop s'éloigner d'une loi centrée réduite. Et c'est dans cette action que réside voilà, la régularisation dont on parlait. Voilà, maintenant, après ces petits détails théoriques, on peut s'intéresser à quelques applications dans l'industrie. Et on va commencer par de la prescription. Donc, qu'est-ce que c'est faire de la prescription en industrie? C'est typiquement optimiser la valeur d'une variable mesurée en sortie d'une production qui fait office voilà, de métrique de qualité. Et pour contrôler cette valeur, on peut piloter des variables qui décrivent le process. Pour l'exemple, j'ai pris
pour l'expérience, j'ai pris un jeu de données, un libre accès sur Kaggle, mais qui est issu d'un vrai processus industriel, qui est en l'occurrence de l'extrusion de plastique. On dispose de plus de 350 variables. Donc là, en aussi grand nombre de variables, c'était un choix voulu pour montrer la capacité du vieilli à pouvoir être entraîné sur un grand nombre de variables et réduire drastiquement ce nombre dans un espace beaucoup plus condensé. Et on a une variable en sortie qui est l'épaisseur du film plastique. Et ici, on va plutôt préférer l'écart par rapport à une valeur de référence pour avoir une variable que je vais appeler target qui est minimale en 0. Donc là, on peut vite commenter les deux schémas. À gauche, c'était juste pour montrer qu'on a un mélange entre variable catégorielle et variable continue, chose que le vieilli, dans ce cas précis, peut gérer. Et ensuite, en haut à droite, c'est un exemple de reconstruction de signaux du jeu de données pour montrer un peu que vieilli, même si on lui a laissé que 6 dimensions latentes, et donc il a réussi à passer de 350 à 6 dimensions et de reconstruire des signaux de cette qualité. Mais pour la prescription, là on va montrer qu'en fait on a besoin généralement que de 2 dimensions latentes, et n'avoir que 2 dimensions, en fait ça ouvre la voie à des algorithmes d'optimisation qui sont normalement beaucoup trop gourmands en calcul pour être branchés directement sur l'espace réel à 350 dimensions. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a entraîné un auto-encodeur variationnel sur les données en entrée, et pour chaque point qu'on avait dans notre jeu d'entraînement, on est venu le projeter dans l'espace latent, et on l'a colorié selon la valeur de la métrique que l'on contrôle en sortie de ligne. Donc je rappelle qu'on cherche à la minimiser. Donc en fait, là, les zones qui nous intéressent, c'est les zones qui apparaissent plutôt en jaune ou vert clair. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet espace latent à simplement 2 dimensions, on voit déjà une nette corrélation entre notre métrique de qualité et ces dimensions latentes. Et donc ce qu'on va venir chercher à faire, c'est isoler une région qui deviendra notre région de prescription. Et comment on fait ça? On peut commencer par mailler cet espace latent orthogonalement, ce qui a pour effet d'obtenir une évaluation moyennée en tout point de la target, et aussi d'évaluer la densité au sein de chaque cellule. Et quel est l'intérêt dans ces conditions de suivre aussi la densité? C'est que quand on va être à la recherche d'une bonne zone à prescrire, on veut aussi vérifier qu'elle a une certaine représentativité historique dans le jeu de données, ce qui va apporter un peu de la robustesse au modèle. Donc une fois qu'on a transformé ces nuages de points en cellules, chaque cellule est affectée d'une variable moyennée de la target et de densité, et on peut venir appliquer tout simplement des filtres sur ces cellules. Ici, les filtres sont sous la forme de seuils avec des percentiles. Donc, les percentiles, c'est juste d'avoir une façon qui s'adapte un peu mieux à tous les types de distribution, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fixe un seuil pour la target, un seuil pour la densité. Donc ça va être une borne supérieure pour la target qu'on cherche à minimiser, une borne inférieure pour la densité qu'on cherche à avoir haute. Et voilà, si on regarde par exemple le résultat obtenu dans la grille de la densité, on voit très bien que les contours délimitent des zones, des îlots de haute densité dans l'espace latent. Et une fois qu'on a défini ces différentes zones qui correspondent aux critères, en fait, ce qu'on a envie de savoir, c'est d'identifier les zones qui sont connectées entre elles et isoler des autres. Donc, typiquement, isoler des clusters dans cette grille. Et pour faire ça, il y a une méthode qui s'est avérée très facile. C'est transformer en fait ces différentes cellules en nœuds qui sont connectés avec elles, entre eux. Et en fait, on vient connecter chaque cellule à ces cellules adjacentes. On peut voir ça donc avec des fonctions en termes de distance. La distance de Chebyshev permet de prendre en compte les diagonales. La distance CityBlock permet juste de regarder les deux directions nord-sud, est-ouest, nord-sud. Et en faisant ça, voilà, on peut avoir une vision graphe. Donc chaque cellule connectée à une autre devient un nœud connecté à un autre nœud. Et un algorithme de Breadth First Search appliqué à ce graphe permet très facilement, en quelques lignes en utilisant des librairies Python, d'obtenir une version segmentée du graphe.
et on obtient un résultat comme ça. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de colorier toutes les régions qui sont connectées. Donc maintenant, il est temps de faire un peu marche arrière. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on cherche à identifier des zones connectées? C'est parce que grâce donc, du coup, aux propriétés du vieilli qu'on a mis en évidence tout à l'heure, on a de bonnes chances de penser que ces régions connectées dans l'espace latent correspondent aussi à des régions connectées dans l'espace réel. Et ça a l'avantage voilà, d'être en capacité de prescrire une zone entière au lieu d'un seul point, ce qui est généralement la stratégie mise en œuvre. Et ça a permis de venir travailler sur cette zone en apportant de la stabilité en termes de points de fonctionnement du process et aussi éventuellement de pouvoir avoir des intervalles de confiance. Voilà, donc là j'ai mis toutes les régions qui correspondaient aux critères, mais on peut vouloir en sélectionner qu'une seule. On a retenu 2 critères pour faire ça, soit un critère de population, on va compter le nombre de points historiques au sein de chaque zone et retenir celle avec le plus grand nombre de points, ou un critère de volume, donc qui est là lié à la superficie des zones sélectionnées. Donc c'était bien, on a réussi à faire ça, on obtient déjà des bons résultats, mais on rencontre très vite une limitation qui est la résolution de la grille. Et pourquoi on aurait envie d'augmenter cette résolution? C'est pour pouvoir mieux capturer la topographie fine de cet espace latent, notamment éviter de faire des ponts, quand on va venir mailler l'espace, de faire des ponts entre des clusters. Mais ouais, cette résolution, on ne peut pas l'augmenter à l'infini. Il y a des limites voilà, de complexité calculatoire. Et ce qu'on est venu, on a pensé à une approche itérative qui a pour effet d'utiliser à chaque étape une résolution assez faible, mais en appliquant à chaque étape les 3 étapes précédentes pour n'isoler qu'une seule région, et ce qui a pour effet de progressivement venir zoomer sur une zone d'intérêt et finalement arriver sur une zone à prescrire qui ressemble plutôt à un cluster naturel des données. Donc ça a tendance à mieux s'adapter à la structure de données et pas de prescrire à des régions qui sont à cheval sur différents clusters. J'ai oublié de titrer cette deuxième. Le titre devrait apparaître ici. On va parler maintenant d'exploration de manifolds pour la deuxième application. Donc je vais directement faire le lien industriel avec ces termes. Qu'est-ce qu'on entend par exploration de manifolds? Donc, comme ce qu'on a dit, en fait, pourquoi on entraîne un vieilli? Parce qu'on s'attend à ce que toutes les valeurs prises par la grande multitude de variables issues de capteurs, en fait, n'occupent pas tout l'espace, mais s'organisent autour de zones denses, très denses. Et en fait, ces zones denses définissent un peu les points de fonctionnement pour lesquels on connaît le comportement du process. En fait. Et la connaissance de cette organisation voilà, des points de fonctionnement dans l'espace peut permettre de guider le process une fois qu'on a identifié une région optimale jusqu'à cette région optimale, tout en évitant les points de fonctionnement soit inconnus, juste qu'ils n'apparaissent pas et donc éviter le risque industriel. Donc ce qui est voilà, visualisé par ce manifold qui est ici très sympathique, mais on voit qu'il y a une claire différence entre suivre vraiment la courbe du manifold et interpoler linéairement entre les 2 points A et B. Et donc notre idée ici, c'est d'associer des techniques classiques de manifold learning avec le VAE, qui lui aussi peut être considéré comme une technique de manifold learning. Donc on s'est intéressé à ce qui se faisait classiquement et on est très vite arrivé sur les graphes de plus proches voisins qui connectent en fait tous les points à leur cas plus proche voisin ou au sein d'une boule de rayon fixé. Mais le problème de ces approches, c'est qu'elles sont très sensibles au bruit dans les données. Et nous, nos données industrielles sont forcément très bruitées. Mais là, on peut se rappeler voilà, d'une propriété du vieilli, c'est que en tant qu'approximateur de distribution, il est capable de fournir une version moyennée en fait, des données qui correspond voilà, au manifold qu'il a appris, ce qui va avoir pour effet de réduire considérablement le bruit, notamment supprimer les outliers. Et ce qu'on a expérimenté, c'est de venir construire ce graphe des plus proches voisins directement sur l'espace latent et sur l'espace reconstruit, donc qui est la version lissée des données. Et donc là, le schéma intéressant à regarder, c'est celui en haut à droite, il résume bien notre approche. Donc on souhaite connecter entre eux que les régions denses de nos données. Parce qu'au-delà, on a peur un peu du résultat de la construction du graphe.
Cette technique, on l'a expérimentée sur un autre jeu de données aussi issu de Kaggle en libre accès. Et celui-là, on l'a voulu plus simple parce que voilà, la technique, a priori, ne marche que sur des données lisses et avec des manifolds entièrement connectés. Parce que on peut aussi s'intéresser à des manifolds déconnectés. Mais voilà, ça complexifie grandement cette approche et on a voulu un dataset très simple. Et on peut voir là dans les différents histogrammes que voilà, toutes les variables sont donc un seul pic de distribution de densité et sont relativement bien gaussiennes. Et à droite, on a un exemple pareil de reconstruction du VAI, juste à titre informatif. Et là, donc, je vais expliquer un peu ce slide. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit trois graphes, un sur les données brutes, un sur les données reconstruites, un sur l'espace latent. Et ce qu'on est venu comparer, c'est les trajectoires prises par les différentes variables lorsqu'on est venu se déplacer dans ce graphe d'un point A à un point B. Donc, je vous invite plutôt à regarder la partie droite qui correspond à la trajectoire de chaque feature pris un par un et qui compare les différentes trajectoires. Et ce qu'on peut très rapidement observer, c'est que la trajectoire prise par ces variables quand on suit le graphe qui a été construit sur l'espace latent ou l'espace reconstruit, on est sur une trajectoire là, beaucoup plus directe, voilà, presque linéaire en fait, qui correspondrait juste à la trajectoire la plus directe pour passer du point A au point B, alors que quand on a construit le graphe sur l'espace réel, on a tout de suite une trajectoire beaucoup plus brute et voilà, qui prend moins en compte la structure réelle des données. Voilà, c'en est tout pour la deuxième application. Maintenant, voilà, on arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on a présenté donc, au cours de ce talk? On a présenté un modèle de deep learning capable d'apprendre des distributions complexes, qui a été retenu voilà, pour ses cas d'usage, pour sa capacité à gérer la très grande dimensionnalité des données. Et c'est un modèle aussi par essence non linéaire, puisque c'est des réseaux de neurones, donc qui gère très bien des interactions non linéaires entre différentes variables du processus industriel. Et on a montré voilà, que disposer voilà, d'une représentation de faible dimension, ça ouvrait la voie sur plein d'autres techniques d'optimisation qu'on avait peut-être en placard et qu'on trouvait, mais qui étaient autrement genre, intractables, beaucoup trop gourmandes en calcul. Et pour les prochaines étapes qu'on envisage, tout d'abord, on aimerait bien consolider nos résultats en trouvant une plus grande variété de jeux de données industriels. Ensuite, on a bien compris que le VAI, lui, il est capable de nous donner la vraisemblance de chaque nouveau point qui arrive compte tenu de ce qu'il a appris de la distribution. Donc, ce qui a fait un très bon candidat à expérimenter en détection d'anomalies. Mais ensuite, voilà, on a aussi identifié des limitations. Donc, comme beaucoup d'algorithmes de deep learning, il souffre d'un manque d'interprétabilité. On sait qu'il apprend quelque chose de la distribution des données en entrée, mais il y a encore peu d'outils pour vraiment interpréter ça. Et aussi, c'est dû à l'architecture très naïve qu'on a donnée à notre modèle, qui correspond à la version telle qu'elle a été imaginée lors du papier publié en 2014. Et depuis, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites, notamment sur le travail d'architecture pour permettre d'approximer des distributions encore plus complexes, et aussi un travail sur le choix des priors, parce qu'il y a des priors qui interviennent dans cette modélisation bayésienne. Et puis voilà, pour revenir un peu sur nos expériences, donc on a des résultats encore qui sont au stade exploratoire, mais voilà, de jouer un peu avec un modèle de deep learning avec autant de potentiel, nous, voilà, dans l'équipe R&D, ça nous ouvre plein d'idées par la suite et pour de nouvelles applications industrielles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Alors, je me fais le porte-parole des questions qu'on peut trouver sur YouTube. Alors, il y en a une, c'est est-ce que les autoencodeurs variationnels peuvent aussi, parce que c'était un peu déconnecté de la présentation, aussi être utilisés pour créer des graph neural networks, si jamais c'est des choses que vous connaissez. Oui, c'est ça, les réseaux de neurones basés sur des graphes. Voilà. Et si oui, avez-vous connaissance d'applications liées à ces deux approches? Alors,
J'en ai eu connaissance juste après des lectures, mais là, je serais vraiment pas capacité de répondre à la question. D'accord. Déjà, je suis pas assez familier. Pareil, je connais juste de nom ce concept de neural graph. Donc non, je pourrais pas répondre à la question. Non, mais c'est pas un problème. Je regarde si... Alors, moi j'en ai une petite. Vous avez parlé d'explicabilité aussi, qui est perdue en fait, en passant sur le manifold en fait. C'est ça. Donc, ce qui est une étape complètement non supervisée du coup, là, il n'y a pas du tout d'atteinte à la cible. Donc, dans quelle mesure on ne perd pas du coup à, entre guillemets, mélanger de façon non linéaire cet espace de variable initiale pour en créer un espace réduit? Est-ce qu'on ne crée pas aussi du bruit, même si on est lisse, qui pourrait perdre de la capacité en prédiction sur une cible ensuite? Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un point très important à vérifier quand on entraîne un VAI, c'est vérifier ce qu'il a appris en termes de distribution et notamment en termes de variance. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. En fait, voilà, dans les graphes que j'ai montrés, contrairement au premier graphe de reconstruction que j'ai montré, ici j'ai mis en fait les écarts types autour de la moyenne qu'il a appris. Donc là, c'est vraiment les premiers pas vers l'interprétabilité du réseau du VAI. C'est qu'il est capable, voilà, de reconstruire aussi l'écart type en plus de la moyenne. Et ça nous donne, voilà, un niveau de confiance sur la moyenne qu'il reconstruit. C'est que, ok, je reconstruis cette moyenne, mais je la mets à plus ou moins cet écart type. Et on voit que voilà, ça peut être encore très... Quand on inspecte vraiment en détail, c'est que, en plus, voilà, le VAI, lui, n'apprend que les corrélations spatiales. Il n'a aucune vue sur la dépendance temporelle du process. Et ce qu'on peut voir, c'est que parfois, il va mettre du bruit sur un process temporel qui est finalement très lisse, qui suit une trajectoire très lisse. Et donc, oui, il y a encore, je pense, du travail à faire. Ça fait partie des améliorations du VAI possible, d'incorporer, en fait, plus de connaissances a priori. Donc là, typiquement, sur des process temporels, c'est aussi lui montrer un peu ce qui se passe temporellement pour qu'il réduise, voilà, la variance de sa reconstruction. Tout à fait. Bon. Merci beaucoup pour ces réponses. Je pense que on est bon. Merci beaucoup. Okay, donc 30 secondes et puis on passe à la présentation suivante.